Hominisation, humanisation, le rôle du droit. C'est un titre qui peut surprendre un certain nombre d'entre vous. En fait, c'est un thème qui me hante depuis des années et que nous avons eu l'occasion, lors du séminaire de rentrée du Collège de France en 2009 sur Darwin, d'aborder, mais pas d'épuiser. Alors, je dirais d'emblée que les deux termes que j'ai choisis, hominisation, humanisation, suggèrent l'un et l'autre l'idée que l'humanité est évolutive. Mais en employant ces deux mots, qui sont des néologismes en fait en français, et qui sont dérivés du latin homo et humanitas, on peut dire que la langue française suggère l'existence de deux processus d'évolution qui seraient différents. On peut même souligner que Darwin lui-même avait constaté l'existence d'un second processus d'évolution quand il évoquait le rôle des facultés intellectuelles, sociales, morales de l'homme. Il dit ceci: même si ces facultés ne sont pas propres à l'homme, elles limitent chez lui l'influence de la sélection naturelle. C'est dans The Descent of Man. Et il ajoute: si important qu'ait été et soit encore la lutte pour l'existence, en ce qui concerne la partie la plus élevée de la nature des hommes, il y a d'autres facteurs plus importants, habitudes, capacité de raisonnement, instruction, religion. Il ne cite pas le droit. Mais ce qui me paraît intéressant d'observer d'emblée, en guise d'introduction, puisque l'essentiel de ce séminaire sera consacré à un travail interdisciplinaire sur notre thème, en guise d'introduction, je voudrais souligner que entre les deux processus, l'évolution biologique d'un côté, l'évolution, disons, morale, éthique, culturelle de l'autre, la relation a varié et peut encore varier, et pourrait encore varier, avec l'émergence des nouvelles technologies. En fait, on peut observer trois types de relations que j'appellerais séparation, tension ou interaction. Au fond, il y a déjà une sorte de séparation selon deux plans qui, en simplifiant beaucoup, renverrait au couple nature-culture. J'emploie le mot avec beaucoup de prudence. J'ai lu dans un des ouvrages publiés par Philippe Descola qu'il y avait potentiellement 164 acceptions du mot culture et que finalement on pouvait retenir la culture au singulier comme ensemble complexe et évolutif de savoirs, de croyances, de mœurs, y compris le droit, les coutumes, au sens large de la civilisation. Et puis au pluriel, on peut retrouver une autre définition plus étroite, qu'on figure d'ailleurs dans une déclaration récente de 2007 de Fribourg sur les droits culturels, qui vise par culture les ressources par lesquelles une personne ou un groupe exprime son humanité. Quoi qu'il en soit, l'hominisation et l'humanisation ont pendant longtemps relevé de disciplines différentes, étaient décrits à la fois d'un côté par les sciences de la nature, de l'autre par les sciences humaines et sociales. Ce qui n'est pas étonnant, parce que ce n'est pas du tout la même échelle de temps. On compte d'un côté en millions d'années, de l'autre en milliers, et ce ne sont pas non plus les mêmes échelles de valeur. D'un côté, c'est la vie, la biologie, de l'autre, on pourrait dire, c'est la dignité de l'être humain dans tous les sens que peut revêtir ce terme. Par ailleurs, hominisation et humanisation sont appliquées, on pourrait presque dire sont prescrits, de façon discriminatoire. Quand la normativité, qu'elle soit morale, religieuse ou juridique, réserve, et c'est le cas le plus souvent dans un certain nombre de cultures et de civilisations, en tout cas dans l'histoire, on réserve la qualité d'humain à quelques privilégiés, généralement de sexe masculin,
au moins le groupe, et parfois seulement certains au sein du groupe. Jean-Marie Durand explique que les Sumériens ont toujours gardé le mot « homme » au sens primitif de « noble ». Et puis on n'a pas oublié que du temps du droit romain, les esclaves étaient des choses et pas des personnes. On n'a pas oublié non plus, à l'époque de l'humanisme, de la Renaissance, au XVIe siècle, que la question était posée avec le plus grand sérieux de savoir si les Indiens étaient bien des hommes. C'est la célèbre controverse de Valladolid. Il a fallu la force de Las Casas pour défendre l'idée qui était peu répandue que les Indiens avaient les mêmes droits humains que les colonisateurs. Au XIXe siècle, ce qui est frappant, c'est que l'argument devient à prétention scientifique. Il semble que de son vivant, Darwin ait eu à éviter, il a lutté pour résister aux déviations racistes ou eugénistes tirées de sa théorie. Il avait fort à faire, car à la fin du XIXe siècle, Lombroso va encore invoquer Darwin et l'évolutionnisme pour remettre en cause, au fond, tout ce qui fonde la responsabilité pénale, pour expliquer par la continuité entre l'homme et l'animal certaines formes de criminalité, l'atavisme de certaines formes de criminalité. Au fond, ce qu'il explique, c'est que les criminels sont restés en arrière dans l'évolution qui mène à l'homme, que c'est une véritable race à part, avec des stigmates précis, biologiques et psychologiques. Mais ce n'était encore qu'un début. Au XXe siècle, le discours savant va nourrir les théories eugénistes et au nom d'une normalité introuvable, on voit apparaître la figure de l'anormal, prolongement du monstre du Moyen-Âge. C'est un homme inachevé, mélange d'humain et de non-humain, ce qui permet de légitimer des mesures comme la stérilisation des criminels et puis les politiques de castration, d'élimination de l'Allemagne hitlérienne. Et alors au XXIe siècle, le débat se poursuit. Nous avons des nouveaux monstres. Nous avons les monstres que sont les terroristes qualifiés d'ennemis combattants illégaux, qui se retrouvent avec un statut hors la loi parce qu'ils ne sont ni des criminels ni des combattants, ils n'ont ni les droits de la procédure pénale ni le droit de la guerre. Nouveau monstre aussi avec les pervers sexuels. On voit une sorte de résurgence dans certains dispositifs de droit allemand ou de droit français de la notion de criminel né. On voit renaître une anthropologie guerrière qui admet la torture, pas en France, heureusement, mais qui transpose, y compris en France, le principe de précaution aux êtres humains, ce qui permet d'ajouter à la punition une rétention de sûreté de durée indéterminée qui est fondée sur un pronostic de récidive. Autrement dit, on déshumanise et on élimine ces individus qualifiés de dangereux comme on éliminerait un animal dangereux, voire un produit dangereux. Et pourtant, l'internationalisation des droits de l'homme impose la non-discrimination, c'est-à-dire l'équivalence hominisation, humanisation. C'est récent, il est vrai. Il faut attendre pratiquement 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et vous savez que nous devons à René Cassin l'adjectif d'universel. Au départ, c'était une déclaration simplement internationale. Il a tenu à inscrire le mot universel parce qu'il tenait, avec les autres rédacteurs, à ce que cette déclaration soit dégagée des particularismes nationaux, d'où la formulation que vous connaissez bien de l'article 1er, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. La suite est intéressante aussi parce qu'elle a été très discutée au sein du comité de rédaction. Les êtres humains sont doués de raison et le délégué chinois Chang Pengchun a fait ajouter conscience parce qu'il trouvait que la raison n'était pas suffisante pour définir les êtres humains. En revanche, les rédacteurs se sont mis d'accord pour enlever toute référence à Dieu ou à la nature comme source de création
On n'a pas voulu traiter ce problème afin de garder le caractère universel de la déclaration. En théorie, tout homme au sens biologique, et donc tout l'homme au sens juridique notamment, de titulaire des droits et de responsable de ses actes, en théorie. En pratique, il y va différemment. Car l'universalisme juridique, il ne suffit pas de le proclamer, il ne conduit pas à la fusion, mais je dirais plutôt qu'il transforme la séparation en tension entre deux pôles qu'on pourrait nommer le relatif et l'universel. Et là, on retrouve nos deux processus, car l'hominisation, sous réserve de débats sur les branches disparues au cours de l'évolution, résulterait de l'émergence, par transformation successive, d'une seule espèce humaine. Les sous-espèces, disait Darwin, concordent sur tant de particularités qu'on ne peut les expliquer que par un ancêtre commun. Autrement dit, ça favorise une vision universaliste. Mais l'humanisation, au sens de l'évolution sociale et culturelle, s'est faite par diversification, notamment l'émergence d'une normativité morale, religieuse et ou juridique qui reste propre à chaque groupe humain. Autrement dit, le relativisme résiste au courant universaliste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a maintenant dans le système juridique et dans le droit international deux textes emblématiques, la Déclaration universelle, mais aussi la Convention de l'UNESCO de 2005 sur la diversité des cultures, qui reconnaît qu'il y a une tension entre les deux textes, mais qui ne dit pas comment résoudre la tension. Et c'est précisément pourquoi la réflexion à la fin de ce séminaire devra reprendre ce problème juridique délicat. Mais si nous allons discuter aujourd'hui de ce thème, ce n'est sans doute pas par hasard, car je pense que les tensions surgissent dans une phase parfois décrite comme la globalisation, où les évolutions technologiques, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication, mais aussi les biotechnologies, les nanotechnologies, la robotique, pourraient conduire à l'éradication des différences, au risque de perdre les acquis ou une partie des acquis des humanisations. Je pense que le risque est suffisamment sérieux, notamment à travers la crainte de la disparition des langues. On constate déjà la disparition d'un grand nombre de langues, et je pense que Claude Agege, tout à l'heure, nous en parlera. Le risque, en tout cas, est suffisamment sérieux pour que la Convention UNESCO de 2005 ait cru bon de qualifier le principe de diversité des cultures patrimoine commun de l'humanité et de proposer, dans la déclaration de Fribourg de 2007, une valorisation des pratiques interculturelles. Au fond, on voit émerger l'idée d'une humanisation réciproque. Et puis, on a le phénomène inverse, c'est-à-dire que les connaissances scientifiques permettraient de changer le mode de reproduction et ou les caractéristiques de l'espèce humaine, voire de fabriquer des hommes-machines, des robots de plus en plus autonomes, ou des chimères hommes-animales, comme si l'hominisation impliquait désormais une diversification de l'espèce humaine. Quoi qu'il en soit, il y a une certaine peur. Alors, il y a peut-être une partie de fantasme, mais que cette peur soit créée à tort ou à raison par la globalisation, elle appelle à organiser des interactions, c'est-à-dire à articuler les deux plans, comme le fait d'ailleurs la linguistique. Le langage a été rendu possible par l'évolution biologique, par l'hominisation, mais il rend possible la diversification des langues qui conduit à la diversité des pratiques culturelles, les humanisations. Au fond, il fait le passage du singulier au pluriel.
Si l'on considère que ces pratiques englobent tout ce qui touche à la normativité, on voit apparaître le rôle du droit. Et au fond, dans ce séminaire de 2 jours ou d'une journée et demie, je voudrais reprendre et développer l'hypothèse que j'avais lancée lors du colloque Darwin, qu'en s'internationalisant, le droit devient une sorte de révélateur à la fois des discontinuités entre les 2 plans, nature-culture, et des tensions entre les 2 pôles, le relatif et l'universel. Il est révélateur, mais il pourrait aussi être perturbateur s'il aggrave les tensions ou les discontinuités. En revanche, il pourrait devenir régulateur s'il contribuait à les transformer précisément en interaction. Alors je garde la question du rôle régulateur pour la table ronde finale. Et je voudrais limiter l'introduction à quelques exemples du droit révélateur de ces tensions, révélateur de ces discontinuités. Et là, je prendrai 3 exemples. L'internationalisation des droits de l'homme, l'apparition et l'extension de droits de l'humanité, qui n'est pas tout à fait la même chose, et puis un phénomène plus récent et qui me paraît important à analyser, qui est le passage des droits au devoir avec l'émergence d'une responsabilité de protéger qui pour le moment s'applique aux populations présentes. C'est le point de départ de la résolution de l'ONU sur la Libye tout récemment, mais qui potentiellement pourrait s'appliquer aux générations futures et aux vivants non humains. Alors pour ce qui est du premier exemple, l'internationalisation des droits de l'homme, il faut toujours revenir à la Déclaration universelle. Tous les êtres humains naissent libres et égaux. En proclamant ce principe, à l'évidence, la Déclaration marque une séparation avec ce qu'on observe dans la nature, les inégalités et l'absence de liberté totale. Au fond, je dirais que les droits de l'homme sont une sorte de protestation contre la nature. Ils sont arrachés à la nature et ils sont a priori rattachés à l'humanisation plus qu'à l'hominisation. En fait, il faut sans doute nuancer ce constat un peu abrupt selon la valeur protégée, parce que si on regarde le respect de la vie, c'est le droit le plus ancien et c'est sans doute le plus proche de l'idée d'hominisation. L'interdit de tuer protège la survie de l'espèce et il a une vocation universelle. On le trouve partout. Tous les systèmes humains protègent la vie. Et je dirais que pratiquement tous sont d'accord sur un certain nombre d'exceptions. La protection ne s'étend pas à l'agresseur. On peut tuer quand on est en légitime défense. Elle ne s'étend pas à l'ennemi. La guerre n'est pas ou pas encore interdite. Et pendant longtemps, la peine de mort a été largement admise, donc la protection ne s'étendait pas aux criminels. De toute façon, ce n'est pas une protection absolue. Mais la diversité commence quand on réfléchit sur les modalités du droit à la vie, c'est-à-dire le commencement et la fin. Et là, on voit bien que la question relève plus de l'humanisation. C'est Hannah Arendt qui disait « La naissance et la mort ne sont pas pour les êtres humains de simples événements naturels. C'est la différence entre la vie humaine qui est bornée par un commencement et une fin et le mouvement cyclique que la nature impose à tous les vivants qui ne connaissent ni naissance ni mort au sens où nous entendons ces termes. » D'où la prudence dans l'internationalisation du droit, notamment la prudence des juges internationaux, comme ceux de la Cour européenne des droits de l'homme, quand il s'agit de situer le commencement de la vie à travers la question de l'avortement ou la fin de la vie à travers la question de l'euthanasie. La Cour européenne a toujours évité d'ouvrir ouvertement, clairement, le débat sur le droit à la vie à propos de l'avortement. Elle biaise à travers le droit à la vie privée de la femme et finalement, elle admet l'avortement non thérapeutique quand il est prévu, mais sans pour autant imposer aux États qui le limitent à l'avortement thérapeutique un changement quelconque. Il y a une sorte de marge nationale d'appréciation qui est très importante. La question de l'euthanasie, elle est un peu différente parce que
elle marque une tension entre le droit au respect de la vie et le droit au respect de la dignité. C'est un droit qui est apparu beaucoup plus tard que le droit à la vie. Il a fallu attendre 1948 et la découverte que des nations dites civilisées avaient bafoué la dignité humaine pour voir inscrire le droit à la vie au sein du droit international des droits de l'homme. Alors le droit à la vie, d'une certaine manière, le droit à la dignité, d'une certaine manière, il est supérieur au droit à la vie parce qu'il est absolu. Il n'y a ni dérogation ni exception. Même en cas de guerre, on peut tuer, mais on ne peut pas torturer. On doit respecter la dignité. Et alors, dans l'affaire de l'euthanasie, ils sont dissociés quand on a des requérants qui invoquent le droit à la dignité à l'appui de l'euthanasie. C'est le célèbre arrêt Preti de 2002, où la Cour européenne des droits de l'homme est restée très prudente, toujours au nom de la marge nationale d'appréciation. Elle a rejeté la demande d'une femme qui souhaitait l'aide de son mari pour mettre fin à ses jours, en disant clairement que le droit à la dignité n'oblige pas les États à agir contre la vie, ce qui paraît justifié, mais en même temps, elle associe pour la première fois au respect de la vie privée un principe d'autonomie de la personne qu'elle rattache à la qualité de la vie. Donc on a un raisonnement qui est un peu embarrassé, sans aller jusqu'à reconnaître que le droit à la vie inclurait le droit à l'autodétermination de chacun par rapport aux questions de vie et de mort. Les juges estiment que la notion de qualité de la vie doit être prise en compte parce qu'elle prend une signification nouvelle à une époque où l'on assiste à une sophistication médicale croissante, à une augmentation de l'espérance de vie et au fait que de nombreuses personnes redoutent qu'on les force à se maintenir en vie jusqu'à un âge très avancé dans un état de grave délabrement physique ou mental. Autrement dit, il y a l'amorce d'une conception plus ouverte et la Cour pose un principe de proportionnalité qui entrouvre la possibilité d'admettre l'euthanasie, mais qui refuse de l'imposer. Et les requêtes plus récentes ont donné lieu à un arrêt en 2011 qui refuse de reconnaître ce que demandait le requérant, une obligation positive des États de lui fournir un produit mortifère. Ça, c'est rejeté. Au fond, c'est une jurisprudence qui correspond bien à l'idée de révélateur. Elle révèle les tensions, elle ne les résout pas. Et on a le même phénomène, mais peut-être encore exacerbé, avec le droit dit de la bioéthique. Le terme lui-même est intéressant car il semble relier hominisation et humanisation. Mais dans le contenu, on peut rester un peu sur sa faim. La Convention européenne de protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine fait appel au droit à la dignité, mais ne résout pas clairement la tension que je viens d'évoquer. De même, la Déclaration universelle de l'UNESCO sur le génome humain et les droits de l'homme, qui cite le principe de dignité, mais qui le situe dans une perspective non seulement biologique, mais quasiment génétique. L'article 1er dit « Le génome humain sous-tend l'unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine, ainsi que la reconnaissance de leur dignité intrinsèque, et il est vrai que le texte ajoute, et de leur diversité ». Et conclut que ce génome humain, dans un sens symbolique, il est le patrimoine de l'humanité. Une formule très engagée qui contraste avec la neutralité voulue de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et maintenant, si on prend la Déclaration universelle de l'UNESCO sur les droits de l'homme et la bioéthique, on voit apparaître d'autres risques de tension. C'est une déclaration plus récente de 2005, parce que l'article 2 semble rattacher la dignité au respect de la vie, alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme avait relié les droits à la naissance, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. D'une certaine manière, la question est donc reposée par la Déclaration UNESCO du lien entre dignité et vie. Et puis surtout, la question de la dignité, je dirais qu'elle est posée maintenant, potentiellement, à propos de la fabrication d'êtres humains. Le problème n'est pas seulement la destruction, le génocide, mais le problème est aussi l'eugénisme,
l'éventuel clonage reproductif, les manipulations génétiques, voire les croisements d'espèces. Et là, les tensions ne concernent pas seulement les droits de l'homme, mais aussi la dignité de toute la communauté humaine. Et c'est le deuxième exemple que je voudrais donner avec l'apparition et l'extension de droits de l'humanité. Du point de vue juridique, l'humanité est une invention récente. On voit apparaître la notion de crime contre l'humanité, 1945, tribunal de Nuremberg, et la notion de patrimoine commun de l'humanité en 1967, à l'occasion de la préparation d'une conférence sur le droit de la mer. Et puis, on parlera de droit d'ingérence humanitaire, implicitement dans la Convention de Genève de 1977, plus clairement dans les résolutions des Nations Unies de 88 et 90, et ce droit qui heurtait de front la souveraineté des États s'est transformé plus récemment dans cette nouvelle formule de responsabilité de protéger, qui est apparue après le constat de l'impuissance de la communauté mondiale devant le génocide au Rwanda et l'épuration ethnique de l'ex-Yougoslavie. C'est l'idée qu'il y a un devoir de la communauté internationale de protéger les populations. Alors d'abord les populations présentes face au génocide, aux crimes de guerre, au nettoyage ethnique. Et comme je le disais tout à l'heure, la résolution de 2011 concernant la Libye s'appuie sur cette responsabilité de protéger qui a été entérinée par une décision, par une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU en 2005. C'est quelque chose de très récent. Mais il me semble que ces dispositifs participent au processus d'humanisation à travers une double voie qui est le crime contre l'humanité et la responsabilité de protéger. Or, l'un et l'autre subissent une extension qui nous amènerait plutôt vers le processus d'hominisation, révélation des tensions. Parce que le crime contre l'humanité, voilà qu'il s'étend vers une autre disposition, une autre qualification, qui serait le crime contre l'espèce humaine. Le crime contre l'humanité, c'est tout le droit qui suit le tribunal de Nuremberg. Ce sont des actions comme le génocide et autres formes de déshumanisation. Ce sont au fond des actes qui consistent à dépersonnaliser la victime, qui consistent à violer ce qu'on pourrait appeler le principe de singularité de chaque être humain et le principe d'égale appartenance à la communauté humaine. On me tue non pas pour ce que j'ai fait, mais pour ce que je suis. Alors ce principe qui est à l'origine du crime contre l'humanité, il est repris dans le Code pénal français en 1994, mais notre Code va aller plus loin face aux craintes suscitées, encore une fois à tort ou à raison, par les biotechnologies. Le législateur français a introduit au sein des droits de l'humanité une sorte de dissociation entre le processus d'humanisation, le crime contre l'humanité, et le processus d'hominisation. On a créé un crime contre l'espèce humaine, qui englobe l'eugénisme et le clonage. C'est intéressant de lire les arguments donnés par Madame Pécresse, qui était rapporteure du projet à l'Assemblée nationale, pour justifier la dissociation, en disant il y a une dimension purement biologique dans le crime contre l'espèce, parce que le clonage modifie le caractère sexué de la reproduction et l'eugénisme modifie les hasards de l'hérédité. Mais elle n'évoque pas, et je le regrette, le principe sous-jacent qu'on pourrait appeler le principe d'indétermination. Car ce principe, il me semble qu'il permettrait d'articuler l'hominisation, c'est la variabilité épigénétique dont nous parlera Jean-Pierre Changeux demain, et l'humanisation, l'indétermination, c'est aussi la part de liberté qui fonde la responsabilité humaine. C'est aussi un principe qui permettrait peut-être d'aborder le paradoxe du mouvement transhumaniste, marqué par une déclaration mondiale de 2002, qui se propose d'utiliser les nouvelles technologies
pour améliorer les êtres humains. En fait, littéralement, le mot anglais, c'est enhancement. C'est plus qu'améliorer, c'est surélever. Et il y a quelque chose qui évoque le surhomme. Et le tout au nom de la liberté individuelle qui pourrait paradoxalement conduire au formatage de l'espèce. En toute hypothèse, le crime contre l'espèce comporte une dimension transtemporelle. Et ça, c'est une autre extension qui va élargir la responsabilité de protéger des générations présentes aux générations futures, donc une nouvelle source de tension. Quand on passe des générations présentes aux générations futures, qui font d'ailleurs l'objet maintenant d'une déclaration de l'UNESCO de 1997, on s'aperçoit que le problème juridique est renouvelé, puisque dans la tradition, notamment du droit français, les systèmes de droit étaient limités aux générations présentes. La déclaration de 1793 avait même été jusqu'à interdire d'assujettir à ces lois les générations futures. Inscrire les générations futures, comme on le fait maintenant dans le droit de l'environnement, à travers le droit international ou la charte constitutionnelle, est donc une modification importante. Alors, la modification, elle est inscrite aussi dans cette notion de patrimoine commun de l'humanité, qui est un tournant dans la vision, au moins pour les Occidentaux, du droit. Pour l'illustrer, je me souviens que mon prédécesseur au Collège de France, René-Jean Dupuy, aimait bien citer ce proverbe qu'il attribuait à l'Inde. Nous n'avons pas hérité la terre de nos ancêtres, nous l'avons empruntée à nos enfants. Mais ce principe de patrimoine commun de l'humanité a été rejeté par les États, qui sont attachés à leur territoire et à leur souveraineté. En revanche, le concept de génération future progresse, et un jeune auteur, Émilie Gaillard, qui a consacré sa thèse à ce thème, dit « En fait, génération future, c'est très vague, tout dépend l'écart. » Le problème, c'est quand l'écart est tel que les générations ne sont pas amenées à se rencontrer. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de réciprocité possible entre les présents et les futurs. Et cette analyse très fine m'amène à dire, plutôt que de parler de droit des générations futures, ce qui est la formule actuelle, il vaudrait mieux parler de devoir, qui engage la responsabilité sans réciprocité. Et ça m'amène à mon dernier exemple, parce que en s'étendant aux générations futures et aux vivants non humains, la responsabilité de protéger pourrait révéler une troisième série de tensions, ce sera la dernière. Quel est le fondement d'une éventuelle responsabilité de protéger qui s'étend non seulement aux générations futures, mais non seulement aux générations présentes, mais aux générations futures et aux vivants non humains, c'est-à-dire aux animaux et à la nature? Quel est le fondement? Je dirais que ça part peut-être d'une critique de la notion de droit. Reconnaître des droits aux vivants non humains reviendrait peut-être à séparer à nouveau hominisation et humanisation. On n'exclurait pas certains êtres humains, mais on inclurait les non-humains avec le même risque de déshumanisation, ce qui fait que je suis plutôt critique sur la Déclaration des droits de l'animal qui avait été adoptée dans les locaux de l'UNESCO, mais pas sous la tutelle de l'UNESCO dans les années 70. Tout être vivant possède des droits naturels et tout animal doté d'un système nerveux possède des droits particuliers. Il y aurait même un génocide en cas d'acte compromettant la survie des espèces sauvages. En revanche, ce qui me paraît pertinent, c'est de fonder la responsabilité juridique sur le devoir de protéger, à travers les vivants non humains, l'équilibre de la biosphère. Car là, on est à la fois dans le domaine de l'hominisation, la survie de l'espèce, et de l'humanisation, parce que ce devoir pèse sur les êtres humains dans la mesure où ils sont les seuls capables de conscience et de volonté. C'est le principe responsabilité lancé par Jonas, à condition de poser des limites pour ne pas favoriser les sociétés de la peur. En tout cas, ça permettrait
d'aller dans le sens d'une articulation nature-culture et d'inscrire une protection des animaux, non seulement dans le droit national, ce qu'a fait le Code pénal français à plusieurs reprises, en 1980, avec la loi Grammont d'abord, et puis en 1994 et 2004 ensuite, mais au niveau international. Et là, je rappelle simplement que le droit européen, c'est notamment inscrit dans le traité de Lisbonne, qui est maintenant entré en vigueur, qualifie les animaux d'êtres sensibles, dont il faut protéger le bien-être. Donc il y a l'ébauche d'une responsabilité de protéger des animaux, de même qu'il y a un peu plus qu'une ébauche, il y a maintenant un corpus assez important du droit international pour protéger l'environnement naturel, pas seulement au niveau constitutionnel, mais dans tout un jeu de conventions internationales, je cite simplement la biodiversité ou le changement climatique comme les exemples les plus connus. J'ajoute que pour protéger cet environnement naturel, il y a de nouveaux instruments avec les biens publics mondiaux. Un concept intéressant parce qu'il renvoie à la fois à l'économie, ce sont des biens collectifs, les économistes disent qu'ils ont deux propriétés, ils ne sont pas appropriables, et ce sont des biens qui n'ont pas le caractère de rivalité. Mon usage n'empêche pas l'autre d'en faire également usage. Mais il y a une dimension aussi politique, ce sont des biens publics, et il y a une dimension éthique, ce sont des biens communs. Alors, ce concept de bien public mondial renforce, au fond, les moyens d'assurer la responsabilité de protéger l'environnement, donc bien au-delà du seul être humain. Reste à savoir comment résoudre ces tensions que le droit révèle et comment articuler nature-culture, comment articuler le relatif et l'universel. Alors, il y a deux attitudes extrêmes. Il y en a une qui consiste à interdire toute intervention de type transhumaniste ou post-humaniste, en gros au motif que la nature c'est mieux que nous, ce qui est conforme au bien, et que tout ce qui contrarie la nature est nécessairement inhumain. Il y a une autre attitude extrême qui consiste à considérer que tout ce qui est possible doit être permis, au nom de l'autonomie individuelle, comme au nom d'un certain réalisme politique. Les innovations sont inéluctables, il est donc vain de s'y opposer. Personnellement, je pense qu'il y a une réponse plus nuancée à chercher, et si possible à trouver. Mais pour la trouver, il faut expliciter les principes qui permettront d'organiser ces interactions entre hominisation et humanisation. Je ne les appellerai pas des principes fondateurs, parce que la formule serait trop rigide. Mais je parlerai de principes transformateurs, d'une dynamique mise en place pour organiser ces interactions. Alors, qui dit principe fait penser à principe juridique, mais je crois qu'on ne peut pas travailler sur une question aussi délicate seulement entre juristes. La réponse ne peut pas venir des seuls juristes. Je dirais les choses autrement, avant de prescrire, il faut décrire. Et c'est la raison pour laquelle la recherche d'une réponse nécessite, me semble-t-il, un travail interdisciplinaire. Et c'est l'occasion pour moi de remercier vraiment très chaleureusement les collègues qui sont venus de diverses disciplines, la biologie, les neurosciences, la linguistique, l'histoire, la philosophie, et qui ont accepté d'éclairer les interrogations des juristes dans cette recherche difficile. Mais je remercie aussi les juristes qui ont bien voulu s'aventurer, je dirais, aux limites de leur champ de compétences pour participer au débat, pour questionner les collègues scientifiques et finalement pour contribuer à la table ronde et tenter de répondre à la question du rôle régulateur du droit quant aux tensions entre hominisation et humanisation. Alors, je vais simplement rappeler le plan suivant lequel nous allons organiser ce séminaire, mais vous l'avez sous les yeux dans le programme. On a prévu 3 séquences. La première séquence ce matin, de l'hominisation à l'humanisation. Et au fond, là, au centre du débat, nous avons cette question du relatif et de l'universel.
mais qui sera abordé par les collègues scientifiques qui vont enrichir nos connaissances à travers 2 thèmes. Alain Berthoz va parler du relatif et l'universel dans les fonctions cognitives, et Claude Agege parlera de la diversité des langues et des humanisations. Il nous fera passer du singulier au pluriel, mais peut-être passerons-nous déjà au pluriel avec Alain Berthoz. En tout cas, le pluriel nous renvoie à l'histoire et à l'anthropologie. Donc, cet après-midi, nous prendrons du recul dans le temps et dans l'espace. C'est la 2e séquence, les humanisations. Jean-Marie Durand montrera les tensions entre particularisme, impérialisme et universalisme dans l'ancienne Mésopotamie, nous faire un long voyage dans le temps. Puis Thomas Romer évoquera l'hétérogénéité des sources et à partir de cette hétérogénéité, la diversité et l'universalisme des textes bibliques. Enfin, Philippe Descola soulignera la pluralité des modèles de représentation nature-culture. Peut-être critiquera-t-il l'intitulé même de ce séminaire, hominisation, humanisation, peut-être trop étroit. En tout cas, il posera les limites de la problématique qui isolerait l'humain du non-humain. Et puis demain, nous aurons la dernière séquence sur l'impact des biotechnologies, qui permettra d'abord de saisir avec Jean-Pierre Changeux l'importance particulière chez l'homme de la variabilité épigénétique, importance parce qu'elle favorise la créativité à travers précisément l'indétermination et l'individuation. Ensuite, Anne Fagot-Largeau présentera les nouveaux modèles de procréation, les différentes manières de faire un enfant à l'heure des biotechnologies. Et Marie-Angèle Hermite s'interrogera sur la post-humanisation sous forme de questions, facteurs de progrès ou de déshumanisation. Voilà le programme avant de terminer par la table ronde sur le rôle du droit. Vous voyez qu'il est chargé et qu'il est temps que je donne la parole à Alain Berthoz, qui a accepté donc de traiter pour nous ce thème, le relatif et l'universel dans les fonctions cognitives. Merci.